Là, mais sur le coup, je ne m'attendais pas à ça. Bon, D'accord. Je me serais rasé. J'aurais mis ma cravate, peut-être. C'est tout bon. C'est tout bon? C'est tout bon. C'est tout bon? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du French Tattoo Museum. Alors, asseyez-vous, prenez votre temps, car cette émission va tenter de retracer la carrière d'un tatoueur français qui va durer 55 ans. Quand je dis un tatoueur français, je devrais également rajouter le premier tatoueur de France, celui qui a permis à des centaines de tatoueurs de pouvoir un jour vivre de leur passion. Il a connu toutes les époques, seul tatoueur français pendant 17 ans, de 1959 chez son beau-frère Peter d'Amsterdam, à son camion à Pigalle et à sa première boutique rue Germain-Pilon en 1963, Bruno est et restera à jamais le premier. Bruno. Bonjour. Bonjour, je ne vous cache pas que je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons l'habitude, vous et moi, de longues et passionnantes discussions. Celle que je m'apprête à avoir aujourd'hui avec vous le sera, à n'en pas douter, pour les personnes qui regarderont cette émission et qui, je le sais d'avance, va être beaucoup partagée sur les réseaux. Alors Bruno, tout d'abord, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi. C'est très important pour moi. Très important pour moi. Bruno, tout commence par un accident de poussette. En ce qui concerne, oui, j'avais 3 ans. J'avais 3 ans et c'était l'Exode. Et quelqu'un qui fuyait la mitraille, eh ben, sur la même route, a malencontreusement tapé dans la poussette, sur laquelle ma mère avait eu la bonne idée de m'installer. Et c'est comme ça que j'ai joué les hommes au but à 3 ans. L'homme canon. L'homme canon. Voilà, ça, alors ben, évidemment, le tout c'était de savoir si la nature a tout remis en place depuis, et dans le bon ordre. Mais il a dû en rester quelques... La nature a peut-être tout remis en place à ce moment-là. C'est peut-être pendant l'accident que ça a été remis en place, allez savoir. Donc, il a dû en rester quelques fêlures, parce que je suis toujours à ne penser qu'à faire l'andouille. Vous voyez, même l'octogénat ne m'a pas bloqué dans ce sens. Hein. Bébé Cadom. Bébé Cadom, oui. J'ai failli, oui, j'ai deuxième au bébé Cadom. Deuxième au bébé Cadom. Bébé Cadom. Donc on aurait eu les fesses de Bruno. On lui les miches à tonton. Non, c'était... Non, il est beau ce bébé Cadom là. Il est beau. Ah, il est beau avec ses frisettes. Là, oui. Alors on va passer... Alors d'abord, l'accident de poussette, c'est parce qu'il y avait quand même un avion allemand qui était en train de mitrailler quand même. Mais je me demande si c'était des Italiens ou des Allemands. Ah. Parce que moi je les trouvais très beaux ces avions, qui montaient dans le ciel et qui redescendaient. Sauf que les gens couraient partout, qu'il y avait des blessés et des morts. Mais oui. Moi, le gosse que j'étais, si vous voulez, n'avait pas conscience de ça. Et je voyais ces avions qui revenaient, je trouvais ça beau. Alors, il faut vraiment être un gosse pour en conserver une belle image. Alors on va passer vos vertes années, pour arriver jusque dans les années 50. Et les années 50, c'est l'armée, c'est l'Algérie. Une partie, oui, 30 mois, c'est ça. 30 mois. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites en Algérie exactement? J'ai eu la chance, comme toujours, parce que j'ai beaucoup de chance dans la vie, moi. Vous êtes beurré. Je suis un beurré. Vous me le dites souvent. Ah, je suis un beurré. Je souhaite à tous les chances que j'ai eues. Et alors, la première des chances, c'est qu'ils sont gourés d'affectation. Ça m'a permis de faire un voyage en Algérie, vous voyez. Parce que je devais débarquer à Alger, en fait, ils m'ont débarqué à Philippeville. De Philippeville, ils m'ont foutu dans un train qui m'a emmené à Châteaudun-du-Rumel. Enfin bref, ça a été une aventure. Une aventure. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à SND, j'avais donc 1 mois et demi de retard. J'ai failli être attaché à la classe suivante, alors là je rigolais pas du tout. Et puis finalement ça s'est pas fait, non. Ah oui, ils auraient remis les compteurs à zéro, quoi. Ah oui, parce que t'étais pas là à l'heure, ping, t'es marrant, hein.
Non, ça a été... L'école de cavalerie à USND, c'était formidable. Ça, j'ai eu de la chance. Et alors, pendant votre service, je crois que c'est pendant votre service, en 56, vous faites une apparition dans un film avec Yves Allégret, La meilleure part. Vous êtes encore militaire ou plus? Ah non, 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 c'était avant que je parte. Parce qu'avant que je parte, je travaillais chez Simca. Oui. Moi, si vous voulez, j'estimais que j'avais pas besoin de diplôme trop lourd, parce qu'au moment des prix, on a du mal à sortir. Non. Puis je suis pas tellement un intellectuel, je suis plutôt un manuel, et puis je veux apprendre de par moi-même. Bon, ça s'est fait comme ça. Et donc, je voulais savoir comment on faisait des films. Et alors, j'ai eu l'occasion de rentrer voir en tant que figurant La meilleure part, puisque je suis allé une semaine manger des haricots. C'est ça. Avec Gérard Philippe. Et vous avez 19 ans. Et j'avais pas 19 ans. Alors, ah oui, Et j'avais 19 ans, un casting fabuleux. Alors, Gérard Philippe, comme vous venez de le dire, Jean Lefebvre, Gérard Houry, Charles Denner, Marcel Bozzuffi, alors que j'adore, ouais. Louis Vell, Gérard Hernandez, et j'en passe, bref, que du beau monde. C'était la nouvelle vague, ça, encore. Et Gabin à côté. Et Gabin à côté. Ensuite, c'est quoi, après l'armée, c'est le retour en France. Vous êtes marchand de pommes de terre. Alors là, on est une affaire qui marche plutôt bien, d'après ce que vous m'aviez dit. Et nous sommes à la fin des années 50, et c'est l'ambiance des Halles aussi oui. qui prédomine. Oui, oui. Et là, alors là, c'est fabuleux, c'est un monde qui a disparu. Ça a marché aussi. Là. Ben, c'était quelques années après, ils sont partis pour Rungis. Pour Rungis. Mais vous avez quand même connu les Halles encore. C'était les Halles de monde. C'était Zola, le ventre de Paris. Tout ça, oui. C'était le ventre de Paris. Ah, c'était le ventre de Paris. Ça. On se connaissait à peu près tous. Vraiment une ambiance, vous voyez. Il y avait une vie. Ouais. Une ville, ça a été formidable. Une ville dans la ville, quoi. C'est ça. C'est ça. Ouais. Ils avaient même, je crois, un petit peu leur argot aussi. Hein. Il y avait des choses. Ça, il y avait la gouaille de la. Ouais. Ben, c'est-à-dire que les marchands de légumes, comme chaque métier, a son langage spécifique. Et donc, c'est un petit peu à cela qu'on vous reconnaît. Bien sûr. Et donc, les rues de Paris, d'ailleurs, étaient par corporation, donc ils avaient chacun un petit peu leur langage. L'argot des bouchers est bien connu, oui, bien sûr. En 1959, donc on est toujours dans les années 50, vous partez voir votre sœur à Amsterdam, et là vous rencontrez son futur mari. C'est-à-dire que là, il y avait surtout les choses où on sentait qu'en ce qui concerne l'Algérie, il allait avoir un référendum. Ouais. Et qu'on avait un petit peu peur de ce qui s'est passé. Si bien que des gens commençaient à rentrer. Mais ils rentraient avec beaucoup d'argent. Si bien que moi, qui étais petit marchand de légumes, marchand de pommes de terre, j'avais pas les moyens de faire des crédits et des factures à 120 jours. Alors qu'eux, ils bénéficiaient de circonstances, ils avaient non seulement le pognon avec lequel ils rentraient, plus ils en touchaient. Si bien qu'il a fallu que je trouve des solutions, et j'ai pensé à faire des produits de serre, qui se sont bien développés depuis. Oui. On voit les tomates maintenant partout, tout ça. Et les Hollandais montraient l'exemple. C'est pourquoi je suis allé en Hollande, jeté un petit coup d'œil, et j'ai découvert le Beauf Nouveau. Voilà, c'est ça. Peter d'Amsterdam. Alors, Peter d'Amsterdam, un tatoueur charismatique. En plus, vous n'êtes pas tombé chez n'importe qui. Hein. Et c'est lui, d'ailleurs, qui va vous faire connaître votre plus grande peur en vous laissant tout seul dans son salon. Le salaud. Ah, le salaud. Il a failli se manger un marron, d'ailleurs. Mais d'un autre côté, j'ai compris que sa démarche était bonne. Parce que tu veux nager, je te fous dans l'eau. C'est ce que mon père a fait. Et lui, tu veux une boutique de tatouage, c'est bien. Parce qu'il avait décelé, ce garçon, que j'étais beaucoup plus allé en touriste là-bas qu'en apprenti. Et puis ça faisait 600 bornes. Puis attention, pour faire les 600 bornes en question à l'époque, il y avait 3 douanes à passer. Il y avait 3 triptyques à demander. Enfin, c'était terrible. Le mot terrible ne correspond pas là. Mais enfin, c'était déroutant. Bon, c'était pas possible. Si bien que, il m'a dit, écoute, si tu veux apprendre, parce que Peter, c'était pas du tout un gars qui apprenait quoi que ce soit à quiconque, lui. Il me disait, tu veux regarder, regarde comment je fais, et démerde-toi. C'était la méthode à l'époque. Hein. C'était pas un pédagogue. Quand je suis parti de là-bas,
j'ai dit, bon, il n'y a pas de miracle, il faut absolument que je trouve une solution. Et comme je n'arrivais pas à obtenir l'autorisation en France, parce que, le monsieur nous le dira, le tatouage était dévolu au bourreau. On en reparlera de ça. C'était les hautes œuvres. C'est vous qui m'avez fait la correction d'ailleurs. Vous avez très bien fait, vous aviez raison. Je parlais des basses œuvres, moi. Et donc, finalement, je n'arrivais pas à obtenir l'autorisation d'exercer légalement. Ça, on en reparlera. Oui, mais c'est ce qui explique. Oui. C'est ce qui explique que, face à cet écueil, j'ai acheté un vieux camion de déménagement que j'ai transformé en tattooing car. Vous l'avez vu là d'ailleurs. Hein? Et c'est quand j'ai eu ce camping-car terminé, l'orgueil de 20 ans, c'était de faire voir à Peter, vous voyez, ben c'était le maître, il m'avait fait voir quelque chose. Alors, vous savez, on est tous plus ou moins saillants, et je crois que c'était naturel d'aller lui faire voir. Et il a eu l'intelligence de dire, si tu vas en Hollande, si tu vas en Allemagne, je vais avec toi. Et nous nous sommes retrouvés en Allemagne, mais il fallait vraiment que nous soyons deux cons, parce que aller en Allemagne au mois de novembre, avec la neige, 2 mètres de neige et tout ça, et puis un froid, il faisait moins 15 ou moins 20, je pensais bien qu'il n'y avait pas un gars dans la rue qui se promenait à poil pour se faire tatouer. Si bien que je suis rentré, alors... Vous faites quand même des bases militaires. Ah oui, en Allemagne, oui. Oui, on a vu quelques Canadiens à Iserlohn, à Barmholden aussi. Et donc, on a bien rigolé avec je revois encore cette série de gars qui se sont fait tatouer un point d'interrogation sur la verge. Alors, il y en a un qui tirait. Et puis alors, les Américains, ces jeunes Américains, ils étaient tellement sympathiques que c'était du jeu, vous voyez. Alors après, c'est le retour en France. Vous voulez faire les choses bien dans les règles, ce que vous expliquiez tout à l'heure. Alors... Parce que là, c'est problématique et vous vous heurtez à l'administration française. Oui, mais attendez, parce que là, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis repassé à Amsterdam pour déposer Peter. Mais d'Amsterdam, je suis rentré au Havre pour voir si je pouvais récolter quelques ronds, parce que c'est pas le tout. Et là-bas, la douane ne comprenait pas qu'un camion de tatoueurs puisse s'installer sur le port, et alors ils me suivaient à la jumelle. Donc parce que pour eux, c'était invraisemblable. Vous voyez, que ça ne pouvait être que la préparation d'un coup. Ouais. Alors ils venaient me voir de temps en temps. Ça va, ça se passe bien? Oui. Et les clients, il n'y en avait pas baisé, il n'y en a pas eu un. Et puis il y a eu un crime, il y a un gars qui s'est fait trucider à côté, enfin bon, c'était... Si bien que j'ai foutu le camp. En demi-tour, Paris. Je suis rentré à Paris, j'étais raide comme un passe lacé. C'est vrai que vous n'avez jamais eu de passe lacé, vous? Non. Et donc, ma foi, j'avoue, j'étais très déçu. Et alors donc l'administration française, alors là c'est un casse-tête là. Et là on vous propose, parce que vous voulez vous enregistrer comme tatoueur, vous voulez faire les choses bien, vous voulez pas avoir de problème. Oui, et on vous dit non, mais par contre bourreau c'est possible, si vous voulez faire du tatouage. C'est une secrétaire qui m'a dit. Une secrétaire, mais enfin. Une secrétaire a dit déclarez-vous comme bourreau, puis vous ferez ce que vous voudrez. Je dis oui, il ne peut pas marquer bourreau au-dessus de la porte. Bourreau des cœurs. Ah non, il n'y a pas pensé, vous voyez. Il n'y a pas pensé. Et donc, j'avoue que j'étais vraiment très 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 déçu là, parce que j'avais tout misé, j'avais risqué mon affaire de fruits et primeurs, j'avais plus mes 2 gars qui bossaient. Là, ça a été un moment très très difficile. Et heureusement, ma femme ne m'a pas accablé. Par contre, tout le monde m'accablait en me disant, je t'avais dit que c'était une connerie cette histoire de tatouage. Je t'avais dit que c'était une connerie. Là, j'en ai entendu. Non. Et puis finalement, ma femme m'a dit, écoute, si tu as confiance, continue. Donc, vous restez dans votre camion? Je reste dans le camion. Oui. Pendant un certain temps quand même. Ah non, j'ai pas travaillé. Vous n'avez pas travaillé? Je pouvais pas travailler. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas encaisser, rien. Alors je faisais des conférences. Mais c'est à partir de là que vous faites les conférences dans les usines? Oui, parce qu'il fallait bien que je crée une clientèle. Parce que dès que vous parliez de tatouage, tout se refermait. Ah, c'était spectaculaire. Chez Renault d'abord, enfin, juste à côté du Havre là-bas, il y a un grand Renault, et j'avais fait une séance dans un truc de comité d'entreprise.
Là, j'avais une trouille, un trac, mon pauvre monsieur, à peine si je pouvais dire un mot. Et puis j'ai eu cette idée fabuleuse de Don Camillo, vous voyez. Il fallait que je dise des conneries. En disant des conneries, ça ne pouvait marcher que par rapport au gars qui était là. Parce qu'un mec trop sérieux, si vous voulez, ça les emmerdait plus qu'autre chose. Et puis alors ils m'ont dit, mais êtes-vous tatoué? Non, personnellement non. Mais, et puis c'est de là que je suis parti à leur dire cette connerie, que j'étais né des suites du Front Populaire, d'une sieste améliorée, dans un garage Renault, bien sûr, dans une Juve à 4, que ensuite j'avais été bercé dans un vieux pneu aménagé en berceau, à tel point que j'étais dans l'automobile, que quand je pétais, ça sentait l'essence. Une de ces conneries que l'on raconte. Ça les a tellement fait rire. Et puis alors de surcroît, là, il y a eu des gars qui avaient servi en Algérie. Alors, il y a eu une solidarité. Et cette solidarité a supporté, si bien que ça a été vraiment un franc succès. Alors, est-ce que c'est votre rencontre avec Jacques Delarue qui débloque un petit peu la situation? Une enquête avait été demandée par le ministère de l'Intérieur à propos du tatouage. Et les chambres des métiers avaient pour office de répondre « c'est possible ou c'est pas possible ». Et là, elle ne se prononçait pas. Pourquoi? Parce que des décrets avaient réservé le tatouage au bourreau. Mais sans que ce soit des décrets signés, ça venait du ministère de la Justice. C'est tout. Donc on ne pouvait pas retourner voir la personne qui avait signé, puisqu'on ne savait pas qui c'était. Ça a été un imbroglio fameux. Si bien que ça bloquait tout. Alors, j'ai quand même obtenu, parce que le hasard m'a fait un jour une saute d'humeur. J'ai repris la citation de, comment il s'appelait cet homme-là, qui a dit que les fonctionnaires, c'était comme les livres d'une bibliothèque. Plus ils étaient haut percés, moins ils servaient, et plus ils étaient trop chers. Vous voyez, ça, enfin bref, quelque chose de pas très gentil. Et ça a été colporté. Si bien que l'autre, il a voulu me rencontrer là-haut, le Sphinx. J'ai donc eu, quand j'ai eu ce rendez-vous, au mois de septembre, alors ils m'ont fait rentrer dans un grand truc, et puis sur la table, il m'a foutu 3 fiches. Et sur les 3 fiches, il y avait que le tatouage était quelque chose de pas naturel, qu'on ne naissait pas avec des tatouages. Que c'était une effraction volontaire de la peau qui provoquait du sang, et c'était la fameuse époque. Remarquez, il faut dire que j'avais toutes les merdes. Hein. Alors toutes les merdes, je ne pouvais pas mieux faire. On les aurait choisis, je ne pouvais pas mieux faire. C'était, quand je faisais la chasse aux faiseuses d'anges. Ah oui, les avorteuses. Ouais. Les avorteuses. Il y avait les autres, les exciseurs, qui coupaient les clitoris des petites filles. Enfin bref, c'était le foutoir complet. Mais même les bijoutiers ne perçaient plus les oreilles. Enfin, c'était vraiment... Alors il dit, le gars, il me dit, vous comprenez? Ben, le tatouage, vous rentrez bien. Ah oui, monsieur, oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas dire le contraire. Et vous voyez, je pense que il y a eu avec cet homme-là quelque chose de très très bien. D'abord, la voix, là, elle m'a dit, Bruno, félicite-le. Il avait fait un devoir sur le tatouage, mais moi qui avais tout lu pour essayer de placer dans des conférences des choses à peu près intelligentes, j'avais rarement lu un truc aussi précis que... Ah, c'était du beau boulot. Je l'ai félicité. J'ai dit, écoutez, ça va à l'encontre de ce que je souhaite, mais c'est tellement bien écrit que je ne peux pas faire autrement que de vous féliciter. Est-ce que ça a porté? Il y a eu un éclair, si vous voulez, d'arc, dans les yeux de ce bonhomme. Et dans les miens, d'un seul coup, nous nous sommes compris. Et là, j'ai compris également ce que disait De Gaulle quand il nous l'a dit au forum là, en Algérie. Je vous ai compris. Et il y a d'un seul coup la lumière qui passe entre les individus. C'est une fraction de seconde, c'est une étincelle. Et ça vous est sans doute arrivé, Mike, de rencontrer des gens avec qui d'un seul coup vous avez une étincelle. Vous ne savez pas pourquoi. Elle est là. Et à la place... Parce qu'il renfrognait, on aurait dit un cerbère, le mec, tellement il était désagréable. Il a signé qu'il ne pouvait pas, entendez, il a signé quelque chose dans le sens que
la Chambre ne pouvait pas se prononcer, mais qu'elle n'était pas défavorable. C'était la porte ouverte à dire au ministère, démerdez-vous. Et de me dire, bon, bah écoutez, démerdez-vous. Et d'abord, il m'a dit que les gens du ministère, de l'intérieur, se démerdent avec leur bariolé. Leur bariolé. Moi, j'ai regardé ça, là. Mais je l'ai relu au moins 20 fois, hein. À l'envers, à l'endroit, on dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il me dit là? Puis c'est pareil. C'est pareil, ni au revoir, ni quoi que ce soit. Si bien que je me retrouvais avec un petit document qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'étais allé au ministère de l'Intérieur, j'avais déposé ma demande. Et la petite dame là m'a dit, bon bah écoutez, on vous répondra, comme toujours dans ces ministères. Et puis rien ne faisait. J'ai dit, après tout, je vais prendre ma plus belle plume, j'ai demandé un rendez-vous. Et c'est comme ça que j'ai demandé un rendez-vous à monsieur Delarue, qui lui a éclairci les choses en un rien de temps. Et alors de me dire, alors lui m'a mis sur le cul, mais alors complètement, il dit, mais en France, monsieur, tout ce qui est interdit, c'est marqué, tout ce qui ne l'est pas est autorisé. C'était pas marqué que le tatouage était interdit. Mais c'était marqué nulle part aussi qu'il était autorisé. Si bien que dans cette expectative, ce qui a été bien, si vous voulez, c'est que d'un seul coup, j'ai demandé à avoir quelque chose d'officiel. Un statut qui va passer par dessinateur intradermique. C'est ce que alors, et alors ça c'était le truc que j'avais déposé quand j'ai écrit, quand je suis allé voir la bonne femme, là, à la place de marquer tatoueur, comme je savais que tout, dès que vous marquez tatoueur quelque part, tout bloqué, j'avais marqué dessinateur intradermique. Comme une lettre à la poste. Et lui, il a dû, si vous voulez, il me dit, ben, vous devriez vous déclarer dessinateur intradermique. Laissons-lui. Moi, je trouve qu'il a été tellement gentil que on peut lui laisser la primeur de ça. Donc, à partir de là, c'est le camion. Ah ben, le camion était fait. Non, mais vous êtes dans le camion, ça y est. Ah, je suis dans le camion. Et là, vous vous faites une promesse. Ni sur le visage, ni sur le visage, ni sur les mains. Le premier client. Premier client, le visage. Une étoile sur le visage. Et vous la faites. Ben, je la fais parce que j'avais pas un rond. Eh oui, il faut bien... il y avait le gaz à payer, il y avait le loyer à payer, il n'y avait pas le loyer, mais enfin, il y avait tout à payer. Et là, je me suis appris qu'il faut savoir fermer sa gueule, vous savez. Ouais. La vie, elle vous donne des leçons d'humilité. Hein. Le trac? Tout le temps. Tout le temps. Faut le surmonter. Alors... Faut pas laisser voir. Le camion va durer combien de temps? Ben, le camion, encore une fois, je vous répète que j'ai beaucoup de chance. Le camion, j'ai un gars qui me voit avec mon bahut, là, qui me dit, non, c'est bien ton truc, là, il y avait le gaz, l'électricité, tout était parfait, les vérins aussi et tout. Il me dit, tu veux pas le vendre? Il n'y a pas de papier. Mais je suis venu quand même, faut dire que ça s'est fait dans un rien de temps. Et dès que j'ai eu les papiers, je suis venu sur le terre-plein à Pigalle. Ça a marché du tonnerre de Dieu. Alors, je suis tombé avec des gars qui avaient des vieux tatouages. Donc j'ai commencé, si vous voulez... Des bousillés, quoi. Qui venaient faire recouvrir. Exactement. Voilà, qui n'avaient jamais eu de couleur. Exactement. Tout ça. Et puis, ben, comme en plus je l'aurais fait pour les 3/4 du temps à l'œil, il fallait amorcer. Donc j'ai travaillé longtemps à l'œil, dans le camion. Mais après, petit à petit, bon, ben, ça s'est fait. Et puis, ben, ma foi, il y avait un monde autour de ce bahut à Pigalle. Là. Alors il y a... Le vendredi, il y a la voiture Pi qui s'amène, et puis il y a un flic qui rentre là, Monsieur Romagny il s'appelait. Il me demande mes papiers, je lui donne mes papiers, permis de conduire. Il me dit non, il me dit il faut le carnet forain. Je sais pas ce que c'est. Devant ma naïveté, ma candeur, et puis il a téléphoné pour savoir si j'avais pas de casier judiciaire ou autre chose comme ça. Il m'a dit, mais écoutez, je vois que vous êtes un brave type, mais enfin, il faut quand même, mettez-vous à la place des gens qui sont là, qui payent une patente, et vous vous amenez juste en face, vous... Bah, je dis, oui, je comprends, mais enfin... Bon, écoutez, venez lundi au commissariat, puis on verra ensemble. Et lundi, j'y suis allé, pour voir comment on pouvait arranger ça. Alors, il m'a donné les coordonnées de madame, enfin, peu importe, qui s'occupait du jardin d'acclimatation, là, des forains. Et puis il me dit, il y a monsieur le préfet qui veut vous voir. Alors allez voir le préfet,
Enfin, nous y sommes allés. J'ai même failli me casser sur une castagne. En traversant la rue, il y a un type avec une moto, là, qui a failli me foutre en l'air. J'ai failli lui casser la gueule. C'était pas idéal pour aller voir le préfet, vous voyez. Alors le préfet, il me regardait sous toutes tes coutures, cet homme-là. J'avais pas la tronche qui lui convenait, vous voyez. J'avais pas une tronche de tatoueur. C'est ça qui a toujours choqué, hein. Atypique. Vous avez des tatouages? Non. Et vous êtes tatoueur? Oui. C'est pas normal. Et ce pas normal, ça a joué partout, partout, partout. Et utilement. Et donc, ma foi, alors, lui m'a conseillé, monsieur Romagny, le commandant là, des flics, plus le préfet, de prendre une boutique qu'il y avait juste en face chez Madame Arthur, là, juste en face. Comment celui qui est mort, là, l'ange bleu, là Quoi, Michou? Michou. L'ange bleu. Ah, j'ai non, moi. Ça me plaît, moi. Alors vous arrivez quand même, vous parvenez à avoir une boutique, rue Germain-Pilon. Ah oui, alors j'en ai eu une petite boutique rue Germain-Pilon. Rue Germain-Pilon, la première. Ah oui, la première. Alors quand on est au début des années 60 à Pigalle, et là, la rue Germain-Pilon, c'est prostitué, là. Ah oui, il y avait une trentaine de nanas, là, qui bossaient. Dans ce petit bout de rue. Oui, oui, oui. 30 qui montaient jusqu'à... Ouais. Donc, vous savez que je leur dois beaucoup à cette fille. Hein. Alors justement, vous en parlez toujours avec une tendresse particulière. Car vous n'oubliez pas que c'est ces filles qui vous ont fait vivre au démarrage. Ah oui, parce que chaque fois qu'elle tombait sur un micheton qui avait un tatouage à refaire, elle me l'amenait en disant, tiens, il va t'arranger ça, comme ça, comme ça. Alors ça m'a permis d'avoir 3-4 ans au démarrage. Et alors, vous avez des horaires totalement hallucinants, puisque vous ouvrez votre boutique en fin de journée, vous travaillez la nuit. Je me mettais au diapason des horaires de Pigalle. Donc, quelle heure? C'est le boulot qui commande. Quelle heure? Ça commence, des fois, j'ai vu commencer à 3h l'après-midi pour finir à 8h le matin. 8h le matin, vous travaillez la nuit, quoi. Travaillais la nuit. Tant qu'il y avait du monde, il y avait des Américains, il y avait tout un tas de... Alors, j'en profite pour parler aux téléspectateurs qui nous regardent, justement d'aller sur YouTube, de regarder les vidéos de Lina, et vous allez voir des marins, vraiment, en costume de marin. Il y avait encore ça dans Paris à cette époque-là. Et c'est votre clientèle. On voit, ils sont 3-4 en train de vous regarder tatouer, et là, c'est toute la nuit, quoi. C'est des potes. Incroyable, c'est une époque... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on voit ça, pour nous, c'est du noir et blanc, quoi. C'est clair. Et en plus, dans le fait que vous travaillez la nuit, il y a aussi toute cette clientèle artistique qui va commencer à venir. Alors, je dois dire que j'ai eu aussi la chance d'avoir un gars qui s'appelait Boulet. Jean Boulet. C'était un excentrique assez particulier, parce qu'il était de bon ton à l'époque que tous ces gens-là en lancent un, lancent quelqu'un. Ouais. Et alors, lui voulait lancer le tatouage. Mais il a eu une bonne idée. Mais c'est faire. Et je dois dire qu'il a été la locomotive qui a amené beaucoup de gens. Et puis alors, il y avait quelque chose de très très important ensuite qui s'est fait de lui-même, c'est le fait qu'il n'y avait pas des portables. Et il y avait tous ces petits gars qui couraient le cachet au cabaret, qui ne pouvaient pas communiquer entre eux, sinon que par un téléphone fixe. Et vous faites installer le téléphone dans votre boutique. Et eux, ça s'appelait des courcailles, qui couraient comme les cailles, dès qu'il y avait un cabaret qui vendait. Ça s'appelait les courcailles. Ils s'appelaient comme ça entre eux. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu Brel et Raymond DeVos, qui passait déjà aux 2 ânes ou quelque chose comme ça à côté. 2 ânes, ouais. Ou quelque chose de Medet ou des ânes. Hein. Il y avait Brassens qui était chez Patachou, mais c'était des jeunes, hein. On était jeunes ensemble, si vous voulez. Alors on a fait cette bohème. Cette bohème, c'était toujours d'en avoir un pour qui ça marchait. Ça réconfortait les autres. Ouais. Et puis, il y avait une solidarité importante. Alors, vous allez avoir tout un tas d'artistes. Hein. On parlait de Raymond DeVos. Oui, c'était... Brel, c'était un petit peu le clan. Et vous tatouez aussi Michel Simon, qui va même devenir le président du Tattooing Club de France, que vous créez. Michel Simon, c'était la vedette de l'époque. Hein.
Ah oui, sacrée vedette. Incroyable. Ouais. Ce mec, il emballait les nanas, il fallait voir comme. Hein, un séduisant, je me demande comment il faisait. Hein. Ouais, on se demande tous. Oh la vache. Après, Serge Gainsbourg, il y arrivait très bien aussi, mais après, c'est plus peut-être le côté, justement, du génie de la personne, finalement, Voilà. un petit peu. Parce que il arrive un moment où, à côtoyer ces gens-là, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vous attirent, ou il y a des choses auxquelles vous voudriez ressembler en partie. Et donc, vous ne voyez peut-être pas la gueule de l'artiste, mais vous voyez son talent. Et quand on vit le talent de quelqu'un, on ne voit plus la gueule de l'artiste. Et on citerait des tas de gens comme ça, qui ont des gueules pas très patibulaires, hein, Ouais. mais qui ont tellement de lumière dans le regard, tellement de génie dans le propos, que finalement, on ne voit plus le reste. Alors, à cette époque, vous avez également tatoué Sean Connery. Les journaux de cette époque que j'ai, moi, chez moi à la Oui, maison, oui. vont titrer « Bruno de Pigalle, il connaît les secrets de James Bond ». Alors, non, mais ça, c'est Bien sûr. pour l'anecdote. Vous allez également tatouer une personne qui va se présenter à l'élection présidentielle américaine. Et alors là, le quartier va être bouclé. Ah oui, Carrément. une surprise. La surprise, mais je me suis engueulé avec deux grands mecs là, qui venaient voir dans ma cuisine. Les mecs, il y a trois balaises. Dans deux balaises qui sont rentrés, il y en a un qui est resté sur le pas de porte. Ils sont allés regarder dans ma cuisine. Alors, moi, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez, le mec, là, fait pas le dos. Et comme je parlais pas un mot d'anglais, et que je parlais pas un mot de français, on s'est pas engueulé longtemps, vous voyez. Bon, enfin, disons que dans la tonalité de nos voix, on sentait que c'était pas des mots d'amour. Ouais. Et j'avais pas compris que c'était Barry Goldwater, si vous voulez. C'est que un sénateur, bah, justement, américain. Sénateur américain. Alors il est rentré, ce grand mec, là, Barry Goldwater, mais il avait bouclé tout le quartier. Et Hein. je sais, on a des photos de lui, il est rue Germain-Pilon avec son chapeau, il est là, et Ouais, ouais. il vient se faire tatouer. Ah ouais. Ah bah vous avez de la chance, vous n'avez pas cette photo. Incroyable. Ben, c'est juste une photo de lui, hein. On voit pas la boutique derrière ni quoi que ce soit. Mais enfin, les journalistes français étaient présents. Et c'est à partir de ces années, donc au milieu des années 60, que vont commencer à arriver chez vous des ados qui vont être les futurs tatoueurs des années 70-80. On en a, on parlait d'Yvon souvent, vous et moi, mais... Oui, Yvan, tous ces petits gars qui étaient là, oui. Et ma foi, vous savez, il y a que maintenant, les tatoueurs sont enfermés de telle façon qu'on ne les voit plus tatouer. Alors que moi, au contraire, c'est d'auberge espagnole. Et je trouvais ça très très bien qu'on se sente tous à l'aise. Quand il y en avait un qui avait une idée, elle était partagée par tous, elle était appréciée ou critiquée par tous, mais elle rapportait quelque chose de substantiel au bout, parce qu'on y avait pensé. Et donc, c'était une autre époque. 1964, première apparition dans la revue le Tattooing Club of America de Lyle Tuttle, où il dit que ça y est, votre boutique est ouverte. Donc ça commence à se savoir un petit peu dans le monde du tatouage. Dans les années 60, vous participez également à un film qui s'appelle Paris Secret. Alors là, c'est une histoire qui commence bien et qui finit mal. Elle commence bien car dans le film, vous devez tatouer une paire de fesses, une annonce est passée et là, vous avez des dizaines de femmes qui viennent se présenter à votre salon et vous voyez tous les plus beaux culs de Paris. Là, vous devez choisir le plus beau cul de Paris. Ah, ça, là, c'était... Alors, un jour, je m'amène avec ma petite 3 chevaux, là. Il y avait des filles devant la boutique, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il y a des meutes. Et alors, je m'amène, je suis où la porte. J'étais là la première, attendez, mais vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On vient pour l'annonce. Quelle annonce? Et le gars du film, il m'avait même pas dit qu'il avait passé une annonce. Alors moi, toutes ces nanas, elles étaient là. Bah, je me suis dit, pour fille, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fous avec toutes ces nanas? Et puis lui, il s'amène la gueule enfarinée. Il s'amène la gueule enfarinée derrière. Je dis, mais qu'est-ce que... Bah, il dit, oui, j'ai passé une annonce parce que je voudrais que tu nous dises quelle est la peau la plus parfaite à tatouer. Enfin bref, il voulait pas de la peau trop granuleuse pour le film. Enfin, il y avait un choix de peau, ouais. Alors, eh ben, nous ont toutes montré leur cul. Et moi, il a fallu que je choisisse le plus beau fion. Et puis la peau la moins granuleuse. Alors j'ai des photos, moi, du tournage, vous êtes en train de tatouer cette jeune fille. Et alors, quand je disais qu'elle va mal se finir, cette histoire, parce que finalement, cette personne va se faire enlever son tatouage, les producteurs du film vont vous ramener la peau
de cette pauvre jeune fille, et vont vous filmer en train de tanner cette peau, ou de l'agresser, ou de je sais pas quoi, que bien sûr, un truc que vous aviez jamais fait, hein, c'était... voilà. Et cette pauvre fille va se retrouver avec une cicatrice. Elle a même porté plainte, je crois, d'ailleurs, contre le réalisateur. Ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu... Moi, j'ai dit qu'elle était conne. J'ai dit parce qu'elle avait demandé 500 000 à l'époque, ou 300 000. J'ai dit, mademoiselle, attention, hein, parce que ça vous... Puis alors, il y a toujours eu un truc aussi, j'ajoute, c'est que moi, j'ai toujours vous voyez, les gens. Ça a été très important et je pense que ça a beaucoup choqué. Mais ça avait une destination, c'était celle, si vous voulez, de contrecarrer un petit peu l'éthique ou l'image que l'on se faisait des éléments de tatouage. Parce que les gens pensaient que le seul fait d'une ouverture d'un magasin de tatouage allait amener une clientèle douteuse. Alors que si vous avez une boutique où les gens se tiennent bien parce que le taulier impose une autorité suffisante, tout va bien. Donc il faut garder ses distances. Et c'est vous. Alors le vouvoiement, cette petite-là, je lui dis, vous savez, je pense que vous avez fait une connerie. Pour vous faire tatouer ça, vous pouviez demander plus. Enfin bref. Mais ce qu'on a surtout découvert après, c'est qu'elle n'avait pas 18 ans. Ah oui, en plus. Elle avait menti sur son âge? D'accord. Ouais. Alors, c'est lors de ce tournage aussi que vous vous retrouvez à Bercy, je crois. Ah non, et là, il y a un... Non oui, Paris Secret, et il y a un camion frigorifique qui arrive avec des blocs de glace. Avec des blocs de glace. Et là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il va on regardait, et puis l'autre, il commence à arroser, le voit arriver avec son tablier, ses bottes et son jet d'eau, là, de l'eau chaude, et il arrose le bloc de glace. Et au fur et à mesure qu'il arrosait, apparaît le nez d'un mec. Il n'avait pas un gros nez, c'était des Chinois, disons. Oh la vache, oh l'effet que ça fait. Donc, en fait, c'était des Chinois dans des blocs de glace qui arrivaient en France. Oui, pour les carabins. Pour les carabins. Pour les carabins. Incroyable. Et alors, il y a eu un procès, d'ailleurs, parce que dans les carabins, il y avait toujours des mecs pour faire le con, bien sûr. Expliquez-nous les carabins. Comment? Expliquez-nous les carabins. Les carabins, ce sont les jeunes médecins. Oui, mais tout le monde ne le sait pas. Ah. Oui. Les carabins, ce sont les apprentis chirurgiens. Voilà. Donc on pense qu'il y avait quand même peut-être quelques opposants chinois à l'époque. Non, c'était... Mais à l'époque, on n'était pas compliqué comme ça. C'était... On se marrait. Ouais. On se marrait, on chantait, on sifflait, tout ça. Eux, dans leur camion, ils ne devaient pas se marrer. Ils ont interdit après cette histoire de livraison-là, parce qu'il y a des carabins qui avaient foutu soit une bite dans la poche des manteaux dans le métro, soit ceci, cela. Alors une bonne femme elle se retrouvait avec une bite dans la poche, la surprise. Il y a eu des histoires comme ça qui ont... je ne l'ai pas suivi, mais enfin j'en ai entendu parler. Oui, c'est vrai. Dans les années 60, un jour, vous allez à votre boutique, et la rue Germain-Pilon est... Avec les flics est impossible, ouais. Et quelqu'un a posé une valise devant votre boutique, et la rue Germain-Pilon est fermée. Le matin, voilà. Oui. Le matin, j'arrive, il y a des poulets plein la rue. Et finalement, il y avait les flics, ils étaient même rentrés, parce que la femme de ménage, quand elle est arrivée, elle a été envahie par des poulets qui étaient là. Ils sont rentrés, ils ont fouillé dans toute la baraque, pour découvrir qu'il y avait une bombe qui avait été mise entre la grille et la boutique. Alors, moi, il m'interroge, j'en sais rien. S'il y a un cinglé qui a foutu ça, qu'il voulait qu'il fasse. Mais j'ai pensé que c'était pour moi. En fait, c'était pas pour moi. C'est parce que le mec qui est venu porter la bombe, il s'est gouré. Et dans ce qui lui avait été dit à lui, tu verras, il a des dessins, il a ceci, il a cela. Et l'autre, il a vu les dessins en vitrine en face, il a foutu ça là, et c'est moi qui me mangeais la bombe dans la gueule si j'avais... Enfin bref. Et puis ça s'est passé comme ça. Mais alors c'était un problème qui concernait l'Algérie, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Parce qu'après le FLN, c'est pas tout, même quand ils ont eu l'indépendance, les mecs, il fallait qu'ils payent pour le... Alors ils avaient des représailles. Donc c'était une représaille. C'était une représaille. Voilà. Qui s'est trompé de destinataire.
Un jour, un homme vient vous voir pour vous demander si vous vendez du matériel de tatouage. Ils étaient deux, hein. Ils étaient deux. Qui c'est qui vous l'amène? Fernandel. C'est Fernandel qui vous l'amène. Ouais. Il vous amène un bonhomme pour Ouais. acheter du matériel de tatouage. Monsieur Ruiz. Vous le reconnaissez pas. Ah ben non. Vous le reconnaissez pas, vous savez pas qui c'est. Non. Et c'est quelques jours après, Ben, c'est-à-dire que je vais apprendre. Dans le que c'est journal Je vais apprendre que c'est Picasso. c'est Picasso. Ouais, c'est Picasso. Et- Si, mais là, je l'ai su pendant qu'ils étaient là, hein. Ah, Pendant qu'ils étaient là, parce qu'on a parlé de son tableau, de son fameux tableau là, éclaté, que moi je comprenais pas du tout. Et c'est quand il regardait mes dessins, là, c'était des prêts à tatouer. Parce que à Amsterdam, Peter avait eu l'intelligence de faire des prêts à tatouer. J'avais trouvé ça très intelligent. D'ailleurs, on les voit, les symboles. Et donc, j'en ai fait, parce que, en fonction des traditions françaises, il fallait que j'adapte. Donc j'ai fait les miens, et Picasso regardait ça en disant ça, ce sont des choses avec lesquelles vous allez faire une brèche. Vous aurez forcément, d'abord avec le métier, et avec ce genre de dessin, vous allez toucher le fond populaire. il avait compris. Il avait compris, Il lui. avait compris. Lui, c'était clair. Et donc, quand même, Fernandel qui vous ramène Picasso, c'est Mais c'est parce qu'ils étaient c'est copains. pas le garagiste qui vous ramène le vendeur de lampes, quoi. Oui, C'est mais pas- moi je m'en foutais. Oui, bah. Mais encore une fois, si vous voulez, c'est une question de nature. C'est une question de nature. Comme un couillon, si vous voulez, j'ai même pas eu l'idée de les faire signer une photo ni quoi que ce soit, c'est ou un ça, papier. de faire une photo, tout simplement. Oui, mais j'ai pas eu du tout. Alors, dans ces années-là, c'est l'époque des blousons noirs aussi. C'est l'époque Oui, des blousons noirs, les années mais 60. ils se tenaient bien, hein. Ils se tenaient bien, ouais, ouais. Ils se tenaient bien parce que de toute façon, il fallait dans la boutique, si ça allait pas. Ouais, ils s'en prenaient une. Et c'est également le début de la jupe courte, où les prostituées elles viennent se réchauffer un petit Ah, peu là, là, dans votre poil. Ça, c'était le moment sympa. Ah, j'avais un poêle à gaz, là, il faisait froid. Et alors, avec les mini-jupes, elles venaient chauffer les miches. Alors, j'avais mis des punaises. Parce qu'il y en a qui s'asseyaient sur le poêle. À propos qu'ils s'assoient sur le poêle, j'avais mis des punaises. Donc Bruno, dans les années 70, vous allez tatouer un paquet de monde. Renaud, Coluche, Gérard Lanvin, Caradine, Lavilliers. Alors ça, c'est pour les plus connus. Renaud, on se souvient tous hein, de Renaud avec son poulbeau, Coluche avec son petit tatouage ici. C'était assez rare quand même de voir des acteurs se faire tatouer comme ça. C'était une Oui, mais espèce on de s'en génération. foutait, c'était pas des gens connus. Non, mais bien sûr, mais ils le sont devenus fin des mais années 70. Ils ont fait leur carrière. Même Renaud d'ailleurs a fait tout un tas de chansons sur ses tatouages. Il fait. commençait ses spectacles Oui, en oui, parlant oui. de ses tatouages. Comme quoi, il vous aviez dit qu'il voulait un mec dans le dos. Vous lui avez dit t'as pas la place mon gars, t'as pas les épaules assez larges. C'est possible. T'auras un moineau. Et Renaud il dit quoi, il y a des moineaux rapaces. Donc voilà, mais c'était assez rare quand même dans les célébrités françaises. Très très peu étaient tatouées. Mais enfin celle qui était tatouée à cette époque-là, c'est vous qui est passée chez vous. Et donc, c'est à partir de là que vous commencez à voyager et que vous rencontrez Spalding, qui va vous chambrer et qui va un petit peu vous chauffer votre fibre patriotique qui est en vous. Hein. Et là, qu'est-ce qu'il va vous dire exactement, Spalding? Alors, Spalding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un personnage extrêmement connu dans le monde du tatouage, fabricant de matériel, personnage célèbre. Affaire. Belle affaire. Ah oui, belle affaire. Ben, je vais le voir là-bas parce que comme je formais des jeunes filles et des jeunes gens en France, il y a beaucoup de gens qui voulaient faire comme moi. Et puis vous savez, le soleil se lève pour tout le monde, donc mais il fallait du matériel. C'est pas tout de les former après. Bon. Donc j'étais allé voir Spalding là-bas pour lui demander s'il y avait d'abord de faire un voyage, de faire une visite de politesse, et puis ensuite de demander si on avait moyen de travailler ensemble. Et Spalding me dit que les Français sont trop cons pour faire ça. Je dis, ah bon. Eh ben, je dis, toi mon pote, t'as peut-être raison. Mais, on verra. Et moi, je te garantis que j'aurai des machines qui feront le tour du monde aussi. Ce qui a été le cas. Ça a été fait. Ce qui a été le cas. Mais j'en tire pas de gloire, hein. Je tire tout simplement du défi, et si nos petits Français avaient un petit peu plus de défis et de couilles, il faudrait du défi partout, pour montrer qu'on a aussi du génie et des lumières chez nous, vous voyez. Mais ils sont en train de se laisser piétiner par tout un tas
de gens quand vous voyez toutes nos technologies qui sont parties là-bas en Chine, c'est déplorable. Enfin. Dans ces années-là, vous agrandissez, vous changez de boutique, vous prenez une boutique plus grande, à côté. Oui, il s'est trouvé qu'à côté, il y avait un vieux monsieur là qui avait des difficultés. Alors je lui rentrais son pinard parce que c'était lourd. Et puis un jour, il y a une voiture qui était stationnée devant la porte, une Ford Mustang, qui a pris un coup dans le cul, paf, et est rentré dans la vitrine. Alors ça l'a complètement désarçonné, cet homme-là. Mais j'ai dit, t'inquiète donc pas, ça va s'arranger. Mais non, et il a eu une crise durée là-dessus, et je suis allé le voir à l'hôpital où il est mort. Ah, ça l'a tué. Ah oui, ça l'a tué. D'accord, le stress. Tellement il était contrarié, cet homme-là. Ouais. Bah oui, c'était une boutique qu'il avait depuis l'époque où il était avec sa mère. Et puis, bon, bah, le fait de voir sa boutique défoncée comme ça l'a complètement... Alors, il s'est trouvé que le propriétaire à côté, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai dit que j'étais intéressé éventuellement si... Du coup, il m'a vendu tout ça. Donc, vous agrandissez, la clientèle change dans les années 70 quand même. Ouais. La même, ça change également de motif. Les femmes sont plus présentes, un petit peu plus. Comment ça arrivé? Ouais. Et vous faites installer un flipper dans votre boutique. Là, il y a une vidéo derrière, on voit le flipper. Ce qui est plutôt pratique et super intelligent, parce que quand on attend son tour, c'est quand même plus sympa de faire une partie de flipper. Et alors, en plus, c'est la mode des flippers. Et vous faites également installer un tourniquet. Ah, Alors, ce tourniquet, il a fait beaucoup parler. En tous les cas, il y a un paquet de gens qui s'en souviennent. Moi, on m'en parlait souvent à l'époque. Quand tu disais, ah, Bruno, il avait un tourniquet, il fallait payer pour rentrer. Mais ce tourniquet, en fait, c'était pour les pickpockets. c'est ça. Parce que le tourniquet en question, il y avait toute une galerie d'exposition qui faisait les 70 mètres, 73 mètres, voilà. Et il y avait des vitrines avec des... Un musée. C'est un musée. Un musée. Un musée. Donc, c'était 5 €. Ouais. Ça vous 5 donnait- francs. Oui, 5 francs. Ah oui, c'était des francs. Ça, vous mettiez 5 €, 5 francs dans le truc. Mais si c'était pour du tatouage, je les comptais ensuite, je les déduisais ensuite. Vous les déduisiez du tatouage. Ouais. C'est normal. Oui. Mais ipso facto, les gars ne savaient pas s'ils pouvaient sortir et s'ils n'étaient pas obligés de sauter le tourniquet. Ça éliminait les Les pickpockets. pickpockets. 1974, vous sortez un livre, le livre Tatoué, qui êtes-vous, qui va être édité à 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. Alors c'est énorme. Alors là, j'ai justement la deuxième version, là, parce que la première, je l'ai offert à Franck Sénateur, qui était très content de l'avoir. Donc cette version, 20 000, voilà, avec alors ce bouquin qu'on peut trouver partout. Si vous le cherchez, vous allez sur Amazon, vous allez sur eBay, Il en vous reste, trouverez. hein. Il en reste, on le trouve. Donc vous Non, sortez... mais vous trouvez des occasions. Hein, vous trouvez Oui, il y pas. a des occasions, bien sûr. Donc ce bouquin, ça a été un travail de combien de temps? Alors, ce bouquin, ça a été un support pour m'aider dans les conférences. Parce que je faisais tout de même des conférences à peu près toutes les semaines. Parce qu'ensuite, le mot s'est passé entre gérants de syndicats d'initiative et de dire, tiens, bah, tu peux, par exemple, ce mois-ci, tel et tel gars du tatouage, ou de ceci ou de cela. Si bien que ça m'a servi ensuite, ça faisait un très bon support de vulgarisation. Et l'objectif, c'était de déposer dedans des jalons pour dire, voilà, le tatouage de maintenant, c'est ça, ça, ça et ça. Tel et tel courant sont porteurs. Pour voir dans le temps, pour voir maintenant par rapport, ça n'existe plus. Hein, tous les courants, à l'exception même du sentimental, ça se fait plus. Vous voyez les mecs encore à Simone, vous, se faire tatouer? Alors j'ai presque envie de vous dire que ça revient un petit peu à la mode. Il y a les modes reviennent, donc on assiste en ce moment à une résurgence un petit peu de ce phénomène. Ah bah tant mieux. Parce que quand je vois le nombre de petits Jésus que j'ai pu faire, moi je me suis réservé une place là-haut. Hein. Ouais, vous avez les clés. C'est bon. 1976, un séminaire sur le tatouage au centre Beaubourg. Oui. Alors là, un plateau complètement hallucinant. Personne n'est au courant de ça, puisque avec vous participent Ed Hardy, Bear Grimm,
Cliff Raven, Ouais. Lyle Tuttle, on est en 76 à Beaubourg à Paris. Ouais. C'est le top 5 dans le monde là, qui Bah oui, est à mais- Paris en fait. Ben, on a déplacé tout ça parce que il fallait, si vous voulez, attirer du monde au tatouage. Montrer que c'était autre chose. On n'a aucune photo de ça. Aucune photo. Moi, j'ai des coupures de journaux, des choses, des gens qui en parlent. Parce qu'en plus, il y avait des femmes qui étaient là. Alors, j'ai toute la liste des gens qui étaient présents. Irène, je sais plus comment elle s'appelait, cette femme, mais qui se produisait. C'était Irène Libari. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dame qui s'exhibait dans les cirques dans les années 20, mais dans les années 10, 20, 30. Elle était déjà âgée quand elle est venue dans les années 70. Elisabeth Winzel, alors ça, je ne connais pas. Et celui-là qui a fait ça, vous voyez. Non, pas- De Gaulle, juste avant. De Gaulle, ouais. Bon, c'était pour le référendum. Il s'était fait tatouer pour ça. Référendum. Cette semaine, on nous a quand même demandé à la boutique de se faire tatouer le QR code de son vaccin Covid. Vous voyez les choses. Il y a aussi l'actualité qui fait que des fois, on vient nous demander des choses totalement hallucinantes. Cindy Ray, aussi, qui se présente comme tatouée. Bref, on est à Beaubourg en 76, et là, moi je trouve ça totalement hallucinant. Et c'est à partir de ce moment-là que les tatoueurs s'installent aussi en France. 76-77, là, on est dans les premières installations déjà. Le premier, je crois que ça a été à Mulhouse. Le premier, c'est Mulhouse. Il me semble, hein, C'est je Mulhouse. crois que c'est Mulhouse ou Strasbourg. Mulhouse. Mulhouse. Quelqu'un de très bien, qui, ma foi, travaillait. Parce que, dans l'esprit des tatoueurs d'autrefois, il y en avait un ou deux par ville. Et puis alors, c'était plutôt des artisans du tatouage. Que eux, les jeunes d'aujourd'hui, ont voulu tout de suite des artistes, ne faisant pas le distinguo entre les deux. Vous dites un ou deux par ville, on peut même dire un par département. Parce que là, vous êtes un en France, vous êtes le seul en France pendant 17 ans, et après, dans chaque département, commencent à s'installer des tatoueurs. Mais ça reste quand même... Moi, c'est Mickaël de Poissy, parce que je suis à Poissy, mais c'était Franck du Havre, Franck de Lyon, Manu de Châlons, enfin, je veux dire, chacun avait sa ville. Oui, vous avez raison. Et ça, c'est resté pendant longtemps. Maintenant, c'est plus le cas, parce que là, des tatoueurs, il y en a une tonne. Mais au milieu des années 70, on va dire 77, c'est là que les tatoueurs, même à Paris, Elvis, Étienne, tout ça, ça commence à venir. Ouais, Vous êtes plus le seul. Ben oui, celui alors à Paris qui a suivi, c'est Étienne. Son père, M. Ulzer, était venu me regarder travailler pendant longtemps. Et puis ben, c'est comme ça que son fils, il l'a lancé dans le métier. Oui, il vous avait demandé de le sortir un peu de... Non, ça avait été plus hypocrite que ça. Non, parce que autant, si vous voulez, autant on peut apprécier d'aider les gens Ouais. quand les choses sont claires, vous voyez. Mais- Donc ça s'était pas spécialement bien passé. Ah, ça s'est pas passé mal, parce Ouais. que le soleil se lève pour tout le monde, et il fallait respecter la règle. D'ailleurs, ce qui n'était pas normal, c'est que Étienne, justement, paix à son âme, mais il avait lui-même outrepassé les limites, mais ne tolérait pas que d'autres gens s'installent. Oui, il avait cette réputation un petit peu sulfureuse comme ça. Oui. Oui. Il est allé à Dijon, je crois, faire une salade, à Port-Gard. Et aussi, il y en a un autre à Paris qui est venu me voir en me demandant s'il avait le droit de s'installer. Je dis, mais mon garçon, tu as le droit de t'installer comme tout le monde. Oui, parce que vous comprenez, ceci, cela. Je trouvais que c'était inadmissible. Oui. Et puis il y en a d'autres qui l'ont fait depuis, hein. Ouais. Une espèce de mafia là-dessus, hein, comme un droit de préemption inadmissible. Des choses qui ont quand même, qui se sont un petit peu perdues quand même dans les années 2000. On a plus ce côté-là. Heureusement, je dis pas que c'est jamais arrivé, mais enfin, c'est pas. On n'est plus quand même dans ce circuit-là. Surtout que les boutiques sont en train de disparaître, pratiquement, puisque les gens maintenant, ils ont des shops privés, ce qu'on appelle. Dire que les jeunes qui arrivent maintenant comme tatoueurs, ils passent plus par la case apprentissage salon de tatouage. Maintenant, ils se mettent directement à leur compte et ils font ça chez eux dans des salons privés. Ce qui, d'ailleurs, moi je trouve ça pratiquement mieux. Les années 80, c'est l'explosion du tatouage, c'est la démocratisation du tatouage, les années 80. Vous créez la société Jet France et vous mettez à vendre du matériel, beaucoup de matériel, et même, alors là, de l'encre de Chine aux Chinois. Oui. Alors là, j'avoue que... Mais si vous voulez, ça c'était dans l'esprit d'emmerder Spalding.
Puis moi, vous me faites une farce un jour, hein, 10 ans après, je m'en rappelle, hein, c'est carré. Je ne vous ferai pas de saloperie. Mais je trouverai le moyen de vous dire, tiens mon pote, régule. Et donc, j'ai montré à Spalding que Jet France pouvait très bien commercialiser les choses. On a commercialisé énormément d'aiguilles. Donc vous sauvez des millions d'aiguilles. Vous sauvez même une petite usine, je crois, française, pour les aiguilles. Bohain, l'usine Bohain. J'ai j'ai eu la chance, si vous voulez, de leur apporter du boulot. Ça les a sauvés. Oui, parce que là, c'est des millions d'aiguilles. Ah, des millions d'aiguilles, hein. Alors ça, là, je vous garantis que c'était spectaculaire. J'ai racheté des boîtes de 1000 aiguilles en Thaïlande il y a 4 ans. Ouais. Pour ma collection, j'en ai vu, hein, une convention de tatouage, un carton, des petites boîtes Jet France. Je me suis empressé parce que moi, ça me rappelait des souvenirs, bien sûr. Je passais tous les mois, vous achetez ma boîte de 1000. Et là, c'était les mêmes, exactement les mêmes boîtes. On trouvait partout, de toute façon. Mais vous vendez de l'encre de Chine aux Chinois. Ça m'avait fait beaucoup rire. J'avais trouvé ça... Mais ils en vendent encore de mon encre de Chine. Elle s'appelle toujours Samoink. Dans les flacons de... Ouais. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes flacons, mais la photo de leur catalogue vend toujours de l'encre. Alors, toujours au début des années 80, c'est le début des années SIDA. Ah, oui. Alors là, il y a quand même, c'est un bouleversement quand même dans le métier. Est-ce que c'est à ce moment-là, et pour cette raison, qu'on se met à mettre des gants pour tatouer? Effectivement, qu'à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à mettre des gants. Est-ce que ça vous faisait peur, le sida, à cette époque-là? Non, pas plus que ça. Ça a fait peur aux clients, en tous les cas. Ça a fait peur aux clients. Parce que on vous posait la question à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui changeaient les aiguilles, ceux qui changeaient le matériel, puis ceux qui ne changeaient rien du tout. Bon, alors que moi, j'ai toujours aimé la correction. Faut pas prendre les gens pour des cons, vous voyez. Si le gars qui paye, vous lui dites, mon pote, les aiguilles, il faut les changer. Il y a ce qu'il faut changer, t'en veux ou t'en veux pas, mais si tu... respectueusement, on changeait les aiguilles devant le client. Donc à partir de là, les tubes étaient stérilisés et on mettait des aiguilles neuves, qui étaient elles-mêmes stérilisées. Là vont arriver les années 90, donc vous commencez à voir arriver, on commence à arriver des centaines de tatoueurs chaque année. Vous continuez à travailler tranquillement et à la fin des années 90, Tatouage Magazine écrira en parlant de vous, dans son édito, Bruno de Pigalle, le père tranquille du tatouage. Je trouve que ça vous va plutôt bien, le père tranquille du tatouage. Parce que vous allez rester jusque dans les années 2010, où vous fermerez définitivement votre boutique. Bruno, vous écrivez actuellement vos mémoires, depuis déjà quelques temps. Qu'est-ce que c'est écrire ces mémoires? C'est des émotions, des souvenirs qui reviennent? Faut les mettre dans l'ordre déjà. C'est un sémaphore. Des jeunes, j'ai revu des jeunes qui avaient monté leur affaire, qui étaient contents, qui étaient tout ça. Et moi-même, j'étais très très ému de voir qu'il y avait là peut-être 200-300 personnes que j'avais plus ou moins formées. Je ne pouvais plus en dire un mot. Parce que je suis un grand sensible, ça a l'air con, mais c'est comme ça. Voilà, l'émotion vous submerge. Ah, ça me bloquait. Ça me bloquait. Et d'un seul coup m'est venu à l'idée le mot de la brèche de Picasso, quand il m'a parlé de la brèche. Parce que moi, la brèche, je ne me rappelais plus du tout. Et d'un seul coup, si vous voulez, la brèche, elle est parue là. Il y avait tous ces gens qui étaient passés par là, qui étaient heureux, et puis qui venaient très gentiment me serrer la main, tout ça, d'un mot gentil, et me dire, alors, bon, comment ça va, ou parler d'un tel, ou d'un tel, ou d'un tel. Et puis, il y en a qui m'ont dit, mais alors, comment on devient tatoueur? Comment ceci? Comment cela? Ça faisait beaucoup de questions. Vous savez, enfin, j'ai commencé à résumer. Et puis, les gens m'ont dit, et puis, il faut garder la gouaille. Hein. Si vous écrivez, il faut garder les bons mots, que ceci, que cela. Donc, c'est là que naît l'idée de se dire, tiens, pourquoi pas... Ils m'ont demandé, hein. Ils vous ont demandé. Ils m'ont demandé le livre. Et de quoi est-ce qu'on a peur à ce moment-là, quand on écrit ses mémoires? Est-ce que c'est d'oublier quelqu'un ou quelque chose? C'est-à-dire que si on y pense, on a certainement peur. Moi, j'y ai pas pensé, et je m'aperçois devant le boulot que ça représente que c'est un monument.
Parce que... Ah, peut-être parce que votre vie est un monument, parce que, je veux dire, un comptable qui va travailler 40 ans dans la même boîte, ses mémoires, ça va être vite vu, quoi. Hein. Oui, mais alors quand on n'a pas la chance d'avoir toutes les bonnes anecdotes que j'ai, ça doit être sacrément emmerdant. Mhm. Alors que là, moi, je rigole tout seul Ouais. à repenser à ces gars qui... J'en ai un, par exemple, qui est venu se faire cacher, je crois, 3 ou 4 fois Simone. Et chaque fois, il foutait des roses. Dis-toi, tu vas finir chez Interflora, c'est pas possible. Vous voyez, des trucs, des anecdotes comme ça. Je me rappelle aussi ce monsieur qui portait beau, là, manifestement. Il voulait un petit dragon. Enfin, il voulait pas un petit dragon. Je lui demande ce qu'il veut. Il me dit ce que vous voulez. Comment ça, ce que je veux? Oui. C'est uniquement pour emmerder ma femme. Et ma femme était là, justement. Elle s'est marrée, elle l'a gardé, ce petit souvenir, là. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui vous amusent. C'est-à-dire des choses de la vie. Et ensuite, sa femme est venue. C'est uniquement pour emmerder mon mari. Et puis son fils est venu. Et ainsi de suite. Ah oui, là, c'était une famille un peu, toute la famille. une famille un peu bizarre, quand même, là. Il n'y a que le clébard qui n'y est pas passé, vous voyez. Ben, ce sont des trucs, si vous voulez, qui sont amusants, qui font que, finalement, j'ai eu une vie heureuse, pleine d'anecdotes, pleine de choses qui ne sont pas habituelles. Ça, vous le saviez déjà, mais vous vous en rendez encore plus Ah compte ouais. maintenant que vous êtes en train de la poser sur un livre. C'est-à-dire que quand on la compare à d'autres, Ouais. quand on la compare à d'autres, on dit qu'est-ce qu'il a dû s'emmerder, ou qu'est-ce qu'elle a dû s'emmerder avec un rond de cuir, dis donc. Ouais. Et puis vous vous en rendez compte aussi. Il y a des gens qui ont une vie merveilleuse puis qui ne s'en rendent pas compte finalement. Voilà. Non, et moi justement, je crois que ça a un gros profit, c'est celui de dire je suis vraiment un mec heureux parce que j'ai eu la chance de tomber sur un travail qui m'a plu. Vous m'aviez dit aussi que ce qui était important pour vous, c'est d'avoir eu l'impression d'avoir servi à quelque chose. Ah, c'est l'utilité. J'ai dit au moins, Bruno, tu vois, même si tu fermes les yeux maintenant, ça n'aura pas été vain. Au moins, tu auras fait quelque chose. Parce que vivre toute une vie sans rien faire, je repense à un de mes cousins qui est décédé, et quand il est mort, il a eu le sentiment, si vous voulez, de n'avoir rien fait. Ça m'avait marqué. C'est la pire chose qui puisse arriver. Que de rien faire. Que de se rendre de compte. n'avoir rien fait. Que de se rendre compte à l'extrême fin que finalement Tout à fait. ça n'a servi à rien. Tout à fait. Alors que si vous avez été bon, si vous avez été utile, ma foi, vous laisserez un souvenir. C'est peut-être à ça qu'on s'attache. La pérennité. Bah écoutez Bruno, je vous remercie en tous les cas pour cet entretien. Bon, c'est tout simple. On l'a souvent cet entretien, vous et moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ben, vous savez, on a la chance avec vous, Michael, je ne sais pas maintenant que je vais faire votre programme, mais d'avoir un garçon instruit d'abord. Et on sent que vous avez fait un travail d'autodidacte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont instruits, mais par le catalogue. Et on sent bien qu'il n'y a pas ce fond de culture, donc il est toujours agréable d'échanger avec vous, parce que moi, vous m'apprenez des tas de choses. Et je suis très très heureux de parler avec vous, comme avec n'importe lequel d'entre nous, parce qu'on apprend des choses. Et j'apprends énormément également quand je vous écoute. Et j'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous tiendrai au courant sur l'actualité de Bruno, qui continue à écrire ses mémoires, mais je pense que de toute façon, à un moment, va bien falloir en faire quelque chose. Donc je vous tiendrai bien sûr informé, partagez cette émission, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Si vous avez des questions à Bruno, passez par la chaîne, je lui transmettrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission du French Tattoo Museum. Au revoir. Au revoir Bruno. Et merci encore. Et merci à vous. Et bonjour à tous. Où est-il mon moulin de la place Blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains?